La transmission des communications entre Chicago et New York, ça se fait maintenant par micro-ondes, même plus par fibre optique. La fibre optique, c'est d'une lenteur invraisemblable pour eux. Vous voyez des histoires d'initiés dans lesquelles telle banque a accès aux informations 2 millisecondes plus tôt que ce qu'elle devrait, et sur les 2 millisecondes, il se passe des millions qui sont échangés. Vous voyez comment certaines affaires mises en bourse voient leur valeur passer instantanément, enfin pas instantanément, en une fraction de seconde à zéro, parce que c'était la cible d'un algorithme sniper qui avait été mis spécialement pour elle. Plein de choses passionnantes. Il vous parle du flash crash, pendant lequel le monde de la finance a vu à peu près 1000 milliards de dollars s'évanouir en quelques minutes sans que personne ne comprenne pourquoi, avant qu'ils reviennent, sans qu'on comprenne non plus pourquoi vraiment. Passionnant. Un peu inquiétant, mais c'est passionnant. Autre question. Quelqu'un parmi les tout jeunes peut-être. Vous êtes très jeune évidemment, mais encore plus jeune. Ouais, ici. Quelle était votre impression, quand vous avez découvert le théorème qui vous a permis d'avoir la médaille? Ah, alors c'est... Donc, ma médaille Fields, elle a été obtenue sur deux théorèmes, deux résultats principaux. L'un qui date des années 2000 sur l'augmentation sur les phénomènes d'augmentation d'entropie dans les gaz et la vitesse à laquelle ça se produit, et un autre beaucoup plus récent qui concernait les plasmas dans lesquels il n'y a pas d'augmentation d'entropie mais pour lesquels on a pourtant des phénomènes de retour vers l'équilibre. Un phénomène un peu paradoxal qu'on appelait l'amortissement Landau. Et d'abord, concevoir le théorème, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais démontrer, ça a été toute une affaire. Je raconte ça aussi dans l'ouvrage, je raconte aussi comment en particulier, au début on s'est lancé dans l'affaire avec mon collaborateur et ancien élève, on voulait travailler sur toute autre chose, et puis par le hasard de la discussion, on s'est retrouvé embarqué dans un autre problème. Et puis il a fallu du temps pour concevoir l'énoncé qu'on allait démontrer, et il en a fallu encore plus pour le démontrer, puis il y a eu plein d'erreurs entre-temps, et quand on... l'impression, qu'est-ce que je veux dire, illumination, mais vraiment, c'est une illumination considérable, d'autant plus grande, le sentiment de plénitude d'autant plus grand que vous avez trimé sang et eau pendant plus de 2 ans sur cette affaire. Ouais. Alors, il y a un texte célèbre d'André Weil qui compare ça à un orgasme, tout en ajoutant que ça dure beaucoup plus longtemps dans le monde mathématique. Je n'irai peut-être pas jusqu'à cette comparaison, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est vrai que ça dure. Vous avez compris, vous êtes heureux, et puis vous remémorez le truc, vous l'écrivez, vous l'expliquez. C'est vraiment un sentiment extrêmement fort. D'autres questions? Ouais. Entropie, ouais. C'est normal parce que je ne vais pas expliquer, je juste explique les ordres. Alors, je vais le faire... je vais donner une définition possible, assez générale, qui est le sens de la formule S égale K log W. Alors, nous sommes des êtres macroscopiques dans un monde fait d'unités microscopiques. Et quand on regarde un phénomène, on a une façon de l'ausculter, de le regarder avec nos instruments de mesure. Ça peut être des instruments très précis, ça peut être des instruments moins précis, comme certains que vous voyez aussi dans le musée, mais ils sont à notre échelle, quoi. Et donc la description d'une expérience ou de quelque chose, elle sera toujours macroscopique. Si je mesure la pression, par exemple, ça fait intervenir une statistique prise sur énormément de particules qui cognent sur une paroi. C'est très différent d'une mesure microscopique dans laquelle on mesurerait l'état d'une particule, d'une molécule. Donc il y a une différence d'information. Alors là, on peut se dire, quand je résume un système par ses caractéristiques macroscopiques, eh bien, je fais un résumé dramatique. J'ai perdu presque toute l'information. Donc il y a beaucoup de choses qui me sont inconnues. Les positions de toutes les particules, par exemple, elles me sont inconnues. Je vois que leur résultante moyenne. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude, elle peut être plus ou moins grosse. Je vais mesurer l'incertitude avec le nombre de possibilités, je vais appeler ça W, prendre le logarithme, parce que le nombre est tellement grand que c'est son ordre de grandeur qui compte. Et voilà, c'est l'entropie. Donc ça vous dit le nombre de possibles parmi toutes les configurations microscopiques, nombre de possibles qui restent
une fois que vous avez regardé ça macroscopiquement. Et je vais illustrer avec l'exemple d'un problème de vote. Imaginez un vote, 1000 votants, deux candidats, résultat des élections, 100%, 0%. Le fait d'avoir la statistique vous donne aussi toute l'information parce que vous savez que tout le monde a voté pour le premier candidat. Si en revanche, le résultat c'est 99,9% et 0,1%, ça me fait une information qu'il y a un électeur quelque part qui a voté pour le candidat B. Peut-être c'est le candidat B lui-même, pas d'importance, ça peut aussi être quelqu'un d'autre, mathématiquement parlant, mais en tout cas il y a 1000 possibilités. Si maintenant c'est 99,8% et 0,2%, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui ont voté pour le candidat B, ça fait en gros 1 million de possibilités. Alors, ça doit être 1000 fois 999 divisé par 2, le nombre de possibilités, mais c'est de l'ordre du million déjà. Beaucoup, beaucoup plus gros. On est passé tout de suite de 1 à 1000 à 1 million en fonction du pourcentage qui diminue. Et bien à ça, on associe une entropie qui est de plus en plus élevée à mesure que l'incertitude, ce nombre de possibles, croît. On va prendre le logarithme de ce nombre de possibles et ça va donner notre entropie. Et sur cet exemple, on voit bien que l'entropie maximale correspondra au vote 50%, 50%, qui laissera le plus de possibilités pour les électeurs. Alors ça, c'est un concept à la fois assez simple à expliquer, là j'ai expliqué même sans équation, avec des mots, mais c'est profond. C'est profond et ça a changé notre vision du monde. Il y a avant l'entropie et après l'entropie. Et cette idée que ce statut d'objet macroscopique dans un monde microscopique, ça influe sur notre façon de ressentir le temps, ça influe sur toutes les lois de la physique et ainsi de suite. Autre question? Là-bas. Un peu la parole au fond, parce que je les vois évidemment ceux qui sont tout devant, mais là-bas aussi. Vous pourriez parler un peu plus de l'amortissement Landau. Ah, vous voulez entendre parler un petit peu plus de l'amortissement Landau. Alors, rapidement, on va en parler. Donc, dans un gaz, l'entropie augmente et on s'approche de l'équilibre. Ça fait un peu penser au phénomène de frottement. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous ramène à l'équilibre? Il y a la gravitation qui, évidemment, nous coule au sol. C'est quoi? Ce serait un bazar terrible. Vous avez peut-être vu Gravity. Bon, la gravitation, ça nous ramène au sol parce qu'on nous fait aller tous dans la même direction. Mais il y a aussi les frottements. S'il n'y avait pas les frottements, on glisserait sans arrêt. Vous prenez la bouteille, vous la balancez, et puis ça glisse jusqu'à l'infini, comme dans les exercices de physique, hein, quand on néglige les frottements. Hein, en physique, on apprend les lois de Galilée et tout ça. N'importe quel gamin sait que c'est faux, qu'une bille qu'on balance, elle finit toujours par s'arrêter. N'empêche que ça a été le début de la science moderne. Et parce que ce sont les frottements qui sont durs conceptuellement à modéliser, qui font intervenir, qui impliquent la stabilisation. Dans les gaz, on peut dire que cette création d'entropie, c'est un peu comme les frottements internes. Les particules qui se collent les unes sur les autres, c'est comme s'il y avait un gigantesque processus de frottement. Mais dans les plasmas, ce n'est pas le cas. Les frottements, il y en a très peu. Le plasma, c'est un gaz qu'on a ionisé de telle sorte que les électrons sont libres. Et les électrons, ben, ils sont chargés positivement, négativement, pardon. Les ions sont chargés positivement. Les électrons se repoussent entre eux, mais ils ne vont pas se collisionner. Très différent d'un gaz comme celui qui nous entoure. Et avec une très bonne approximation, l'entropie d'un plasma, elle reste constante. Pas de perte d'information, c'est comme s'il n'y avait pas de frottement, c'est comme un système idéal. Et dans ces conditions, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une stabilisation. Coup de théâtre, dans les années 1930, Landau, physicien soviétique parmi les plus grands qui ait jamais été, explique sur la base d'un calcul mathématique qu'on doit s'attendre aussi à une stabilisation, un amortissement dans le cas d'un plasma. Et que si par exemple on perturbe un plasma à l'équilibre en lui piquant un petit champ électrique inhomogène, et bien spontanément le courant électrique ainsi créé va s'atténuer. C'est ce qu'on appelle l'amortissement Landau. Et c'est un phénomène de retour vers l'équilibre qui est très différent de ce qu'avait décrit Boltzmann. Ça a été une autre révolution conceptuelle. Boltzmann dans les années 1860, puis Landau dans les années 1930, on est encore sur ces deux paradigmes. L'un, l'entropie stabilise les choses, et l'autre, l'amortissement Landau, c'est le fait de prendre des moyennes, en un certain sens, des moyennes temporelles,
qui stabilise les choses. Le phénomène est très différent de celui de l'entropie. Autre question? Alors, ici, oui. C'est pour savoir, qu'est-ce que vous pensez de votre classe préparatoire dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que je pense de ma classe préparatoire? Ouais. Ah, j'étais heureux en classe prépa. Moi, j'étais super heureux. On bossait dur, mais d'abord, j'étais interne et c'était la première fois que je quittais le foyer familial, quoi. Mes parents étaient loin, à Toulon. Moi, j'étais à Paris. Je trouvais ça... c'était un espace de liberté intéressant. Et puis, on travaillait ensemble. Et puis, il y avait une ambiance un peu dingue dans l'internat, parce que quand il faut décompresser, on fait les andouilles, bien sûr. Et puis, on bossait, on se sent, c'est très efficace, hein, on se sent progresser presque à vue d'œil. Ça gomme certaines différences aussi. Alors, c'est un environnement, ça peut être dur, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a une question de rythme physique qu'il faut tenir. Mais ça peut aussi être... ça gomme les différences aussi. Je débarquais de Toulon, hein. J'avais fait moins en termes de programme, de compétition et tout ça que les élèves de la région parisienne. C'était très clair. Mais dès la première interro, j'étais, je crois, deuxième dans ma classe. Et il m'a fallu 2 trimestres pour arriver en première position, on va dire. Mais... c'était possible, quoi. Et en peu de temps, on gomme toutes les différences acquises dans les différences qu'il peut y avoir dans le lycée. Alors pour l'histoire, si ça vous intéresse, hein, j'étais pas du tout premier de promotion à Normal Sup. Bon, j'étais dans le peloton de tête. Mais pas du tout le premier. L'année où Cédric et moi on est rentrés à l'ENS, en particulier, il y en avait un d'entre nous qui nous dominait de la tête et des épaules, hein, de très haut. Et c'est très dur de prédire à l'avance qui va le plus se faire son nom dans la recherche, parce que les résultats qu'on a en prépa, la force technique qu'on acquiert, c'est juste un élément de l'affaire. On n'est pas forcément conscient, mais on le voit quand on fait de la recherche. Savoir flairer le bon problème, c'est très important. Et ça, c'est pas une question de force technique. Savoir collaborer, c'est très important. La façon dont on interagit avec tout l'environnement, dont on organise, dont on profite des séminaires, énormément de choses qui font que la force telle que mesurée par les concours est seulement un élément de la réussite après. Des fois, on est très surpris de voir que tel qui était extrêmement prometteur ne décolle pas, alors que tel autre qui rentrait de justesse, par exemple, fait une carrière extraordinaire. Laurent Schwartz, d'ailleurs, qui a eu la médaille Fields, était rentré dernier à l'ENS, et encore par piston, comme il l'a expliqué dans ses mémoires. Est-ce que, en tant que chercheur, c'est frustrant de consacrer votre vie à un ouvrage qui n'est jamais vraiment terminé? Ah oui, non, mais la frustration, on la connaît sans arrêt, mais en même temps, ça fait la beauté de l'affaire. Mais oui, c'est jamais terminé. Oui. Bon, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui sont jamais terminées. Quand vous faites votre entreprise, vous voulez toujours l'avoir développée. Quand vous enseignez, vous voulez améliorer votre cours, et ainsi de suite. Bon, alors, il y a des domaines. Non, même quand vous êtes boulanger, par exemple, il y a sans arrêt des recherches sur des formes de pain, des choses comme ça. Régulièrement, les boulangers expérimentent des nouvelles formules. Bon, il y a beaucoup de choses.